tous les Burkinabés. Et je crois que ce panel-là a aussi sa part de contribution. Alors, nous allons écouter notre deuxième panéliste, M. Bandé, qui va s'entretenir avec nous sur comment créer une communauté d'innovateurs à travers le numérique, soit c'est comment, ou peut-être quelle est la nécessité de créer une communauté d'innovateurs à travers le numérique, surtout que nous sommes dans le 21e siècle. M. Bandé, vous avez la parole. Merci bien, monsieur le modérateur. Bonsoir à tout le monde. Monsieur le représentant du ministre, chers invités. Je crois qu'après une communication comme celle du DG de l'ANVA que nous attendons toujours, nous avons eu en tout cas un groupe d'étudiants de l'IST. L'IST est très proche de l'ANVA. C'est pour nous un honneur encore de pouvoir partager cette tribune-là. Et on a remporté un prix. C'était des lunettes, la montre qui sauve. Et aujourd'hui, les étudiants l'ont développé. Ils ont reçu le financement, ils ont développé la montre. Une montre qui est censée prévenir un asthmatique sur la baisse d'oxygène dans l'environnement pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour ne pas faire de crise. Et gloire à Dieu. Donc nous attendons toujours le DG pour lui faire cette présentation du prix qui a été investi de manière convenable. Merci encore. Alors, mon thème, c'est comment créer une communauté d'innovateurs. Autrement dit, par le biais du numérique. Autrement dit, comment générer le maximum d'innovateurs dans notre environnement au Burkina Faso. Et mon intervention va s'articuler autour de 6 points à peu près et une conclusion, tout en remerciant aussi Ella pour l'invitation. Merci à mon coach, c'est mon coach, Jude Bouddha. On a partagé de très bons moments. Donc, je suis coach, mais j'ai des coachs. Et je rends grâce à Dieu aussi pour l'opportunité. Et donc, j'aurai, comme j'ai dit, 6 points. Le premier point, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Comment on peut définir l'innovation? Parce que parfois, on a, comme on dit à SLT, chaque mot, pas exactement, mais chaque mot contient une charge significative. Mieux vous définissez un concept, mieux vous serez vous comporter en fonction. Plus il y a de la précision dans votre compréhension d'une chose, mieux votre attitude va suivre. Je vais prendre le mot paix par exemple. Le mot paix en français veut dire simplement absence de guerre, entente. Mais quand vous lisez la Bible, un livre que j'aime bien, le mot paix là-bas c'est le mot shalom. Et le mot shalom veut dire littéralement avoir le pied sur la gorge de son ennemi. Ça veut dire que quand un juif ou un hébreu dit qu'il est en paix, dans son entendement, il tient son ennemi ou son concurrent, il a lié, il a mis son pied sur sa gorge. Et je crois que c'est la définition que les Américains ont de la paix. Voilà pourquoi ils préparent toujours la guerre. Mais quand vous pensez que la paix, c'est l'absence de guerre, c'est l'entente, ben vous attendez. Et vous serez toujours dominé. Parce que vous n'avez pas la même définition donc, du concept. Donc je vais essayer de clarifier d'abord ce qu'on appelle innovation, et puis progressivement proposer des solutions sur comment la technologie peut nous permettre d'être plus innovants. Donc c'est quoi innover? Innover, en mon sens, c'est apporter une réponse à un besoin. S'il n'y a pas besoin, l'innovation pourrait être peut-être juste un exercice, un TP, une application, pour s'essayer. Mais innover, c'est répondre à un besoin. Il faudrait que dans le marché, il y ait un besoin. J'ouvre la brèche pour dire que je suis à l'université, peut-être que je vais me faire taper dessus pour la critique que je vais envoyer aux psychologues et aux philosophes. Je crois que voici des disciplines qui sont tellement mal perçues, à mon sens, qui minent notre développement. Je ne vois pas comment on peut se développer sans philosophie. Je ne vois pas comment on peut se développer sans psychologie. Mais malheureusement, c'est perçu comme des sciences qui ne servent à rien. Parce que justement, je crois que les acteurs n'ont pas su montrer la dynamique opérationnelle de ces disciplines-là. Surtout une science comme la philosophie, qui est la mère des sciences. Donc lorsqu'on parle de besoin, on parle de psychologie. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir d'impact, vous ne pouvez pas apporter de réponse aux besoins des autres si vous n'avez pas une dimension psychologique. Parce qu'il faut lire le besoin. Le besoin n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Il faut avoir des outils psychologiques pour aller percevoir un besoin, exprimer ou non, qui peut être latent, l'emmener à un éveil et apporter la réponse qu'il faut. Donc, besoin pour innover. Alors, il y a 2 types d'innovation. Il y a ce qu'on va appeler l'innovation de rupture. Une innovation de rupture, c'est lorsque vous essayez de créer quelque chose qui n'existe pas. En fait, ça n'existe pas non plus. Il n'y a pas d'innovation réellement de rupture.
toutes les innovations sont plus ou moins des améliorations de quelque chose qui existait. On a l'impression que Facebook, par exemple, est une innovation de rupture. Ce n'est pas vrai. Avant Facebook, il y avait des solutions plus ou moins égales. Par exemple, la France avait son Minitel, qui permettait de communiquer à distance dans le même modèle plus ou moins. Facebook a juste fait ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Incrémentale qui veut dire amélioration. On va regarder une solution qui existe, qui ne répond pas pleinement à un besoin, et on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour être une meilleure réponse. Et c'est l'innovation la plus répandue. Et elle offre tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de solutions nouvelles à apporter. Vous pouvez prendre le même produit qui existe, l'appliquer dans un autre domaine, vous aurez innové. Et si vous regardez, la plupart des innovations technologiques viennent des armées. Ce sont les armées qui créent des solutions comme Internet, qui les utilisent, et puis après qui sont reversées dans le monde civil. Donc il suffit de prendre la technologie là-bas, de l'emmener dans le monde civil, c'est devenu une innovation. Regardons comment on appelle l'application là, pour se déplacer, le map. Quand on regardait les films américains avant, ils les utilisaient. Quand ils sont sur le terrain, on voit qu'ils suivent la progression, ils suivent une trajectoire. Donc ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on l'a mis dans le monde civil parce qu'ils sont passés à d'autres dimensions. Et on a l'impression que c'est des grosses innovations. Ça a quitté juste un secteur, ça a été utilisé autrement, c'est une innovation. Si vous avez fait un peu de marketing, il y a ce qu'on appelle le mix marketing, donc qui sont les 4 P. Et on peut innover sur chacune des variables du mix. Sur le produit, sur le prix. Si vous proposez une solution de paiement innovante, vous vendez le même produit que quelqu'un, mais vous apportez juste la réponse nouvelle sur le prix, vous êtes en train d'innover. Vous pouvez innover sur la communication. Lorsque vous utilisez des canaux que l'autre n'avait pas l'habitude d'utiliser, vous êtes en train d'innover. Vous pouvez innover sur la distribution. Comment vous amenez le produit chez le consommateur? Vous êtes en train d'innover. Il y a tellement de possibilités d'innovation. Tellement de possibilités d'innovation. Mais il faudrait déjà casser ce complexe-là à vouloir toujours inventer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça ne sert à rien. Surtout pour un pays comme le nôtre. Tout est quasiment déjà inventé. Tout. Quelles que soient les idées, souvent on applaudit des belles idées ici. Allez taper sur le net parce qu'on va aboutir à ça. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il n'y a pas besoin de recréer la roue. Il faut juste prendre la roue, l'adapter, apporter quelque plus. Donc, innovation incrémentale. Si on est d'accord avec ça, pour innover, il faut de la connaissance. Je suis enseignant, je dirige une école. Je peux vous dire qu'on a des diplômés sans connaissance. On a trop de diplômés sans connaissance. Pourquoi? Là encore, c'est la pauvreté du français. En français, le mot connaissance est très simple. C'est juste, le gars, il est allé en classe, il a suivi un cours, il a eu la moyenne, il a un diplôme, on dit qu'il a de la connaissance. Le diplôme n'est que la présomption de connaissance. On suppose que tu dois avoir la connaissance. Mais ça ne te servira à rien si tu n'as pas réellement de la connaissance. Alors, c'est quoi la connaissance pour moi? La connaissance est un triptyque. 3 choses pour avoir de la connaissance. La première, c'est l'information. Il te faut d'abord une information. C'est pour ça que tu suis un cours. Pendant là, on a partagé, on va vous donner de l'information. Quand on vous donne cette information, vous devez avoir quelque chose pour la comprendre. Ceux qui enseignent ça, vous pouvez enseigner à 100 personnes. Peut-être qu'il y a 10 qui ont compris de quoi vous avez parlé. Ils ont entendu le même message. Ils ont reçu la même information. Mais ils n'ont rien compris. Parce qu'il leur manque un outil sur lequel on n'insiste pas beaucoup. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui va vous permettre de comprendre. Une personne qui est dépourvue de sagesse, il y a des professeurs qui n'ont pas de sagesse. Il vient, il récite son cours. Vous voyez, il le copie au tableau. Si vous lui posez une question, il est désemparé, il ne peut pas vous répondre. Ça veut dire qu'il est comme une clé USB. Bon, c'est vrai, mais nous sommes à l'université. Oui, je suis désolé, mais si on veut apporter des solutions... Oui, je suis d'accord, il faut qu'on mette le doigt dans la plaie et qu'on remue pour que tout le monde se réveille. C'est un cri de cœur en même temps. Parce que j'ai mal de voir nos jeunes qui sortent et qui ne sont pas du tout compétitifs. Et je crois que l'une des raisons, c'est ce problème même de l'enseignant qui n'a pas suffisamment de passion et qui ne sait pas transmettre aussi de la sagesse. Donc il faut qu'on puisse... la personne ait la capacité de comprendre. Parce que à l'école, je donnais une conférence ce matin à des élèves de terminale. Je vous dis, c'est quoi la moyenne? Ils savent tous calculer des moyennes. Mais demandez-leur à quoi ça sert la moyenne. Ils ne peuvent pas vous répondre. Ils ne peuvent pas vous répondre. Mais qui d'entre vous, sur le marché de l'emploi, a déjà calculé des moyennes? On n'en a pas besoin. Mais vous avez besoin des logiques qui sont derrière le calcul de la moyenne.
Vous devez résoudre des problèmes. Mais pour résoudre les problèmes, c'est parce que vous avez compris vos cours que vous saurez quel cours aller piocher et comment les combiner pour apporter une réponse. Mais si vous n'avez rien compris, vous ne savez même pas où commencer. Il faut de la sagesse. Donc, comprendre ce qu'on fait. À la sagesse, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui a l'information, qui a la sagesse, sera un très bon professeur. Un très bon prof. Mais vous le sortez de son environnement, vous le mettez sur le terrain pour qu'il donne des réponses à des problèmes, il ne pourra pas. Parce qu'il lui manque le troisième levier, qui est l'intelligence. C'est l'intelligence qui vous permet de pratiquer, d'utiliser la sagesse que vous avez compris. Et très peu de gens l'ont. Tous les professionnels ici comprennent de quoi je parle. Hein. Il a un gros diplôme, master, doctorat, il en a 3 ou 4. Il a fait l'Europe et tout. Il vient, on dit « Ok, merci mon ami, bienvenue ». Voilà le problème qu'on a, il faut le résoudre. Il ne sait pas par où commencer. Il peut vous sortir une liste de cours, de théories. Oui, c'est bien beau. Résout le problème. Parce qu'il y a un problème d'intelligence. Et pour moi, il faut ce triptyque-là. Il faut insister pour que nos jeunes, nos innovateurs comprennent qu'il ne s'agit pas juste d'enregistrer des données. Il s'agit de comprendre ces données et ensuite de savoir les utiliser. Donc la dimension pratique. Il faut admettre que c'est coûteux. Si vous voulez former quelqu'un sous un angle pratique, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, je crois que l'alternative pour tous ceux qui ont envie de s'engager dans l'innovation, c'est vraiment d'être autodidacte. Il faut de l'auto-apprentissage. Ce qui est fait dans nos écoles n'est pas suffisant. Ce n'est pas par méchanceté, c'est un fait aussi, ça ne suffit pas. Je crois que c'est là où le système LMD a tout son sens. Pour dire qu'il faut un temps d'apprentissage en classe, mais après, l'apprenant lui-même doit avoir du temps pour lui-même. Pour justement dépasser la dimension juste information. Parce que lorsque vous expérimentez une connaissance, vous la comprenez maintenant. Parce qu'au moment où vous êtes en train de l'appliquer, vous voyez qu'il y a des tonnes de difficultés. Et c'est en cherchant à résoudre le problème que vous finissez par réellement comprendre. Vous voyez, le groupe d'étudiants qui a travaillé sur la montre qui sauve. Théoriquement, c'était facile à concevoir. Mais quand ils ont commencé à réaliser, mais je vous dis qu'ils ont fait des veillées. Ils font des nuits blanches pour résoudre juste une question. Dans le cours, c'est simple, c'est une formule. OK. Dans la pratique, la formule ne marche pas. Il faut lui apporter une autre solution. Il faut aller télécharger des tutoriels, les lire, veiller pour résoudre juste une étape. Mais quand ils sortent de là, ils savent maintenant de quoi ils parlent. Ils sont passés de la simple information à la sagesse et à l'intelligence. Ces gens-là, vous les mettez sur le terrain, ils vont résoudre des problèmes. Ils deviendront de bons innovateurs. Donc nous avons besoin d'être de plus en plus autodidactes. Et c'est là où les technologies de l'information nous offrent une véritable alternative. Il y a tout sur le net. Aujourd'hui, pour être ignorant, il faut être stupide et paresseux. Parce qu'il y a tout. Il te suffit de dépenser quelques mégas et puis tu peux tout apprendre. J'ai ma dernière fille, mon fils qui est là va se fâcher. Ma dernière fille, c'est un berger allemand. C'est ma fille. Elle s'appelle Gold. Ah, c'est ma fille. Elle est fâchée déjà. Alors, quand j'ai eu ce chien, j'avais jamais eu de chien de race. Et c'était mon 3e chien. Les 2 premiers sont morts parce que je ne savais pas comment m'occuper d'un chien. Mais comme lui m'a coûté de l'argent, j'ai mis du cœur. Et du coup, j'ai appris à le dresser. J'ai invité des dresseurs. Le prix m'a donné un peu le tournis. J'ai dit, mais comment je fais alors? J'ai dit, mais il y a Internet, non? Je vais sur YouTube, je tape ma requête. Comment dresser un chien? Mais je me rends compte qu'il y a tellement de données. Et j'apprends à dresser mon chien. Aujourd'hui, je sais dresser un chien, et puis je peux vous aider à dresser vos chiens. Il m'a suffi juste de passer des heures, aller écouter un tutoriel sur YouTube, venir prendre mon chien, essayer avec lui. Je sais lui donner l'instruction d'aboyer quand je veux. Tant que je ne lui dis pas de manger, il ne mange pas. Mais j'ai tout appris seul sur le net. Mais on peut tout apprendre. Le monde, là, la connaissance est à notre portée. Il suffit d'aller chercher. Et quand vous cherchez, ce qui est beau quand vous cherchez de vous-même, vous voyez, notre système éducatif fait des consommateurs de connaissances. Nos jeunes sont assis à attendre. Le prof va aller chercher. Il va donc digérer la connaissance et puis venir leur donner juste du lait. Et puis ils consomment, mais ils ne font aucun effort parce qu'on leur a tout donné. Mais lorsque vous allez vous-même chercher, vous avez le temps de voir les limites de ce que vous avez appris, de corriger, de chercher d'autres choses, de comparer. Au final, vous faites une synthèse. Et de cette synthèse-là sort une véritable connaissance, un véritable apprentissage. Internet, les TIC sont une véritable
réponse aux besoins d'avoir un niveau de connaissance élevé. Et je pense que c'est là où LTV a salué. Parce qu'en venant apporter cette nouvelle réponse locale, parce qu'il y a des solutions comme YouTube, mais ils veulent apporter une réponse locale qui va répondre à nos besoins. Et c'est un combat dans lequel nous aussi, à IST et à Salomon Conseil, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés à pousser nos jeunes à toujours mieux comprendre, à s'engager dans leur apprentissage. Alors, si ce triptyque est perçu, si l'Internet peut nous offrir cette alternative, il faut dire que vous allez trouver sur YouTube des tutos. Moi, tous les jours que Dieu fait, j'apprends une nouvelle chose. Hein. Tous les jours. En psychologie, dans la dynamique mentale. Mais franchement, il y a trop de choses à apprendre. Trop de choses à apprendre. Trop. Mais je vais terminer sur ce que, dans le karaté repose sur 3 principes qu'on va appeler le shu, le ka et le ri. C'est quoi le shu? L'élève en karaté doit commencer d'abord par copier son maître. Il regarde son maître faire et il répète le même geste en présence du maître. Donc il s'entraîne avec le maître. Il répète. Et puis au bout d'un moment, il intériorise la pratique du maître. Il n'a plus besoin du maître. Il passe à la deuxième étape qui est le ka. Ça veut dire par lui-même, il exécute les mêmes mouvements du maître sans avoir besoin de la présence du maître. Quand il a fini d'apprendre à exécuter de lui-même parce qu'il a intériorisé, il passe à la dernière étape, le ri. C'est la dimension de la liberté. C'est là où il dépasse le maître. C'est là où il apporte des innovations. Mais ça commence d'abord par copier. Les Chinois, avant eux, les Japonais ont copié. Nos aînés savent qu'avant, quand un produit était mauvais, on disait, il y a zampon. Zampon veut dire que c'était mauvais. Parce qu'ils copiaient. Ils ont copié jusqu'à ce qu'ils finissent par être l'un des pays les plus avancés en technologie. Ils ont commencé à se différencier. Les Chinois les ont suivis. Il y a 10 ans, tout produit qui venait de la Chine était mauvais. On dit c'est chinois. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire encore? Je crois qu'il est temps qu'on se mette à copier. Si on veut devenir de grands innovateurs, il faut commencer par copier. Il faut bien copier. Il ne faut pas avoir honte de copier. Ça ne sert à rien de se fatiguer. En copiant, on brise un complexe. J'ai vu ça chez mes jeunes. Au début, je dis, est-ce que vous savez que ce que vous apprenez, vous pouvez faire des choses avec? Ils n'y croyaient pas. J'ai dit, bon, ok. Moi-même, je vais sur le net. Je cherche quelque chose qui existe, un tutoriel. J'ai dit, ben, tiens, vous allez faire ça. Mettez une équipe, faites-le. Quand ils le font une fois, on peut. Ok, la confiance vient. Ils peuvent faire un deuxième, ils peuvent faire un troisième. Et plus ils avancent, plus ils se donnent de la liberté. Je crois que si nous voulons avoir une communauté d'innovateurs, il faut encourager nos jeunes, il faut encourager nos chercheurs, dans un premier temps, à copier. Copions bien même. Copions. Et si on sait copier, il y a tout. Hein, je vous dis que vous pouvez tout créer. Il suffit d'aller sur le net. Comment fabriquer de l'engrais? Tapez sur Google, tapez sur YouTube ou allez à LTV. Vous allez trouver des formules. Copier. Sur ce, que Dieu bénisse le Burkina. Merci beaucoup. Copier. Il semble, dans cette même salle de conférence, quelqu'un parlait de l'homme qui a marqué notre pays, le président Isidore Thomas et Noël Sankara. Lorsqu'il recevait des partenaires, qu'il y avait des innovations, il dit, ben, quand je vais regarder, il s'isole, il appelle les chercheurs, il dit, vous, donnez le meilleur de vous-même pour copier, pour voir si on peut par une intelligence. Et aujourd'hui, vous avez la grâce aujourd'hui de ne pas être un homme de science. C'est vrai que nous sommes à l'université Joseph Kizerbo, le temple du